Bonjour! Dans cette vidéo, je vous lis un extrait de mon livre Les clés de votre bonheur, tome 2, Autrui. Donc, dans ce livre, tous les chapitres sont des clés. Et dans chaque clé, il y a plusieurs idées différentes. Je vais vous lire dans cette vidéo l'idée qui se nomme Repérer les sophismes. Le domaine de la philosophie nous offre des pistes de réflexion concernant les mauvaises argumentations. On les appelle les sophismes. Ce sont des erreurs de logique utilisées volontairement ou non pour gagner lors d'une argumentation. Les sophismes servent à déstabiliser l'adversaire et à discréditer ses propos. Pourtant, ils sont tout sauf logiques et sensés. C'est pourquoi les connaître peut nous aider à y voir plus clair dans nos conversations. Durant une querelle avec une personne, certains de ses propos ou arguments nous touchent plus que d'autres. Grâce à ces notions, j'ai pu identifier des arguments qu'on m'avait donnés qui jouaient carrément sur les émotions ou encore qui rendaient la situation dramatique grâce à de fausses analogies. L'émotion de colère se dissipe beaucoup plus rapidement quand on comprend l'illogisme de la situation. Les sophismes semblent logiques et sensés au premier coup d'œil. C'est pourquoi ils sont difficiles à repérer lorsqu'on ne s'y connaît pas. Ils sont parfois valides, mais partiellement, et ne permettent pas d'arriver à la conclusion qu'ils nous proposent. Pour lutter contre les sophismes, il faut faire appel à sa logique, prendre le temps de vérifier les sources des arguments présentés et surtout, laisser place à la nuance et à la diversité des domaines qu'ils peuvent toucher. Je vous en présente quelques-uns, classés parmi les plus courants. Alors, le tout premier, l'appel à l'autorité. L'argument est basé sur le fait qu'une personne d'autorité, connue ou reconnue pour ses travaux dans un domaine, sinon une figure d'importance, approuve le sujet. Par exemple, si on dit que c'est vrai parce que telle étude le dit, le gouvernement le dit, un tel professeur de cette école renommée le dit, une telle compagnie qui a fait l'étude le dit, alors qu'en réalité, ces gens ne sont pas nécessairement des experts dans le domaine en question. Nous avons le droit de remettre en cause leurs affirmations. L'exemple de l'appel à l'autorité, on pourrait voir une telle vedette de cinéma fait ce régime pour maigrir, alors ce doit être efficace. Alors qu'en fait, même si cette vedette fait un régime pour maigrir ou non, c'est une vedette de cinéma. Elle n'a pas d'expertise en nutrition. Ça peut fonctionner ou non. L'appel au grand nombre. Ce sophisme se résume en une seule phrase. Si tout le monde le dit, alors ça doit être vrai. Par exemple, quand on me dit « Nous autres, les filles, on est comme ça », alors que très souvent, je ne me retrouve pas du tout dans ce ralliement et je suis pourtant une femme. Donc l'appel au grand monde, c'est lorsqu'une majorité dit que, mais souvent c'est la majorité qui se prononce et non pas la majorité totale, incluant ceux qui n'ont pas émis leur opinion. Nous avons l'appel au sentiment. On utilise ici des émotions telles que la pitié, la peur, l'envie, la haine ou encore l'amour pour justifier ses propos, au lieu d'amener des faits. Par exemple, un politicien tente de vendre sa salade en disant qu'il faut voter pour lui puisqu'il appuie une cause qui nous tient à cœur.
Par contre, cela ne témoigne pas de sa compétence réelle en tant que politicien. Simplement qu'il est un citoyen du même avis que nous sur un sujet. Et souvent, lors des élections, les gens vont se baser sur soit des choses qu'ils souhaitent avoir par rapport à la politique, soit des causes justement qui leur tiennent à cœur, soit des valeurs qu'ils ont en commun avec le politicien, mais ils ne regardent pas le plan électoral, ce qui a été prévu, ce qui devrait être fait. Ça, c'est lu par une minorité de personnes. Souvent, les gens vont se baser sur un ou deux critères, mais qui font appel vraiment à leur vie personnelle, donc qui ne s'appliquera pas à tout le monde, à toute la société. Quand on parle d'élection, on parle d'y aller pour la majorité, du moins, pour le bien-être de tous. Et donc, voilà, au lieu de lire le plan électoral de chaque politicien, les gens s'arrêtent souvent sur un critère qui est très subjectif et très personnel pour faire leur choix. Ensuite, l'attaque contre la personne. Plutôt que de critiquer les arguments présentés par la personne, on s'attaque directement à elle. Par exemple, à son sexe, plutôt son genre, son origine, son statut social, son âge, son apparence, etc. Par exemple, une blogueuse sur les jeux vidéo se fait constamment agresser verbalement. On lui dit qu'elle ne connaît rien au jeu parce qu'elle est une fille, alors qu'elle en sait énormément sur le sujet. Si ses détracteurs critiquaient son réel manque de connaissances, ils échoueraient probablement à faire prévaloir leur point de vue. Et ici, je peux ajouter un témoignage personnel parce que je jouais déjà au Atari, Coleco et Intellivision alors que j'avais 6 ans et j'ai joué pendant des années. J'ai ensuite joué au Nintendo, au Super Nintendo, au Nintendo 64, au PlayStation. On peut en nommer pendant 5 minutes. Et on n'aurait peut-être pas fini. Donc, c'est une blague, il n'y a pas tant de consoles que ça. Mais il y a beaucoup de filles qui jouaient à l'époque, qui avec le temps ont moins joué. Je me souviens que toutes mes amies, donc toutes mes amies filles, jouaient à des jeux à une certaine époque. Et lorsque le Game Boy est sorti, elles ont comme réalisé que Nintendo adressait ses jeux aux garçons. Et là, on s'attendait toutes à ce que le Game Girl sorte, ce qui n'est jamais arrivé. Et elles ont réalisé que la compagnie s'adressait plutôt aux garçons et elles ont délaissé les jeux avec le temps. En étant adolescentes, évidemment, elles se sont aussi intéressées à d'autres choses, des nouvelles activités, tandis que les gars, eux, ont continué à jouer. Ça, c'est mon expérience personnelle. Vous pourriez me contredire, me donner des exemples différents. Évidemment, chacun vit ce qu'il vit dans l'endroit où il vit. Mais ça, c'est mon expérience personnelle. Donc, attaquer quelqu'un parce qu'elle est d'un genre féminin, ça n'a rien à voir avec son expertise dans les jeux vidéo. Tout comme ça ne dit pas non plus si elle est bonne au jeu ou non. Il faut l'avoir joué pour déterminer cela. Ensuite, la double faute. On utilise le fait qu'une autre personne a déjà fait bien pire que nous, donc que nos gestes ne sont pas si graves ou qu'ils sont justifiés. Par exemple, on revient en politique, un gouvernement pourrait dire qu'il n'y a rien de mal à hausser les impôts comme il le fait, car ce n'est jamais pire que la hausse du gouvernement précédent. Donc oui, en effet, c'est peut-être moins pire que le gouvernement précédent, mais ce n'est pas mieux. Ce n'est pas nécessairement bien, ce n'est pas nécessairement bien fait, bien réfléchi, bien calculé. C'est seulement moins pire que celui d'avant. Mais ça n'a aucun mérite en tant que tel. Il faut justifier que ce qu'on fait est bien, qu'il est bien fait, que c'est raisonné, que c'est sensé, logique et calculé. Et non pas que « Ah, mais l'autre fait pire que moi ». Ça ne veut rien dire. Le faux dilemme. On soutient une thèse avec 2 seules possibilités. Parmi ces 2 choix, l'un est plus mauvais que l'autre, ce qui ne nous laisse pas le choix d'aller avec le second. Ce sont souvent 2 choix radicaux, 2 extrêmes.
En réalité, il y a toujours énormément de possibilités et de nuances dans une situation. Le faux dilemme pourrait se résumer par le proverbe « Entre deux mots, on choisit le moindre ». Par exemple, tel qu'avait dit George W. Bush, et je le cite, « Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous ». En fait, on peut très bien être neutre ou encore allié, mais non impliqué directement dans certains domaines ou actions spécifiques. En fait, il y a des nuances et des nuances. On peut être d'accord avec quelqu'un parfois, à d'autres moments pas du tout, parfois être un peu entre les deux, parfois être indifférent aussi, c'est possible, on n'est pas obligé d'être pour ou contre. Ça peut aussi ne pas nous toucher et être très bien comme ça. La généralisation hâtive ou abusive. On utilise quelques exemples où une petite partie de la population pour généraliser un comportement qu'on attribue à la majorité. Par exemple, parce qu'on a eu des relations problématiques avec des hommes, on dira que les hommes sont tous pareils. Même chose avec les femmes. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on a eu quelques expériences mauvaises avec un type de personne, que ce soit une femme, un homme, une personne d'une autre origine, un vieux, un jeune, que la majorité des gens qui entrent dans cette catégorie sont exactement identiques à cette personne. Les gens sont tous différents et notre expérience ne reflète pas nécessairement la majorité des gens dans la population. Ensuite, l'appel à la nouveauté. Si une chose est nouvelle, on tient pour acquis qu'elle est nécessairement plus performante que l'ancienne. Sophisme qui perd tout son sens quand on pense aux multiples versions de Windows. Et par exemple, nous avons une réclame pour un nouveau rasoir qui est 3 fois plus performant que l'ancien. Si on se base sur les réclames à la télévision qui disent que leur nouveau produit est tel nombre de fois plus performant que l'ancien, mais on se dit, mais quel progrès est-ce qu'ils ont fait en si peu de temps, en si peu d'années? Le premier produit était ultra performant, puissance 1000, et le second était 3 fois plus performant, et l'autre est 10 fois plus performant. Finalement, le dernier produit de cette année comparé à celui d'il y a 2 ans est 100 fois, 200 fois plus performant. C'en est légèrement ridicule. Voilà. Ensuite, le lien causal douteux. Faire un lien étrange entre deux situations. Par exemple, si j'ai manqué mon train ce matin, c'est que je ne devais pas aller à ce rendez-vous. Pour résumer, toute superstition vient toujours avec un lien douteux. Évidemment, parfois, dans la vie, il y a des événements qui causent des bonnes choses. On manque le train, on ne devait pas aller à ce rendez-vous, c'est possible. Mais c'est possible dans de très rares cas. Ce n'est pas tous les événements qui se produisent qui ont une grande signification symbolique et spirituelle. C'est là où je vais en venir avec cet exemple. Dans certains cas, oui, ça peut être quelque chose de particulier où la vie nous parle, mais la majorité du temps, lorsqu'il se produit quelque chose, il se produit quelque chose. Ensuite, l'appel à l'ignorance. On se base sur un manque de preuves pour appuyer nos propos. Il n'y a rien qui puisse les contredire, alors ils sont forcément vrais. Par exemple, la médecine n'a pas su expliquer cette guérison, donc c'est un miracle. Alors qu'en fait, la science saura peut-être expliquer le tout dans quelques années, lorsqu'elle sera plus avancée dans ses recherches. Et sincèrement, je pense que beaucoup de techniques ésotériques ou de phénomènes ésotériques ou paranormaux sont considérés comme ésotériques et paranormaux justement parce qu'ils n'ont pas encore été expliqués par la science. Et selon moi, et ça c'est vraiment mon avis personnel, que je ne partage peut-être pas avec tous, mais je crois sincèrement qu'un jour, la science pourra expliquer tout ça et qu'il n'y aura plus rien de mystérieux là-dedans.
Donc, pour résumer sur ce sujet à repérer les sophismes, tous ces exemples servent en tout temps. Que vous regardiez la télévision, les nouvelles du soir, que vous lisiez des articles sur Internet, sur des sites sérieux ou douteux, les deux, il faut toujours garder un esprit critique. Et grâce à la définition de ces sophismes, vous pourrez voir parfois où sont les mauvais arguments. Parfois, il y a des débats à la télévision et on en entend plein des sophismes. Il y a des gens qui n'ont que ça à la bouche, des sophismes, ils n'ont que de faux arguments. Et dans votre vie personnelle, lorsque vous tombez sur quelqu'un qui utilise beaucoup de sophismes, volontairement ou non, après, ce n'est pas l'intention de fond qui compte, l'important, c'est que vous puissiez les repérer et vous dire, OK, on attend une seconde ici. La personne vient de me dire un sophisme, c'est une fausse argumentation, je ne dois pas m'attarder là-dessus et je dois dévier la conversation tout de suite vers une argumentation rationnelle. Si la personne ne veut pas que vous maîtrisiez la discussion pour aller vers des raisonnements rationnels, ça peut vous donner un indice que la personne est peut-être, et je dis bien peut-être, ça dépend d'un cas à l'autre, que la personne est peut-être une manipulatrice. Parce que souvent, les manipulateurs vont utiliser les sophismes. Les sophismes sont basés en partie sur un manque de connaissances, mais aussi sur les émotions. Et lorsqu'on est dans l'émotion, nous ne sommes pas en réflexion, nous ne sommes pas en analyse. Et c'est là que les manipulateurs réussissent à avoir le contrôle sur nous. Donc voilà, ça peut vous donner des indices à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines dans votre vie. J'espère que ça pourra vous servir. C'est ce qui conclut le sujet de cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, écrivez-les au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si vous croyez que ces notions pourraient servir à quelqu'un qui, justement, vit des situations où il y a des manipulateurs, ou si elle veut réussir à mieux cerner les argumentations douteuses, parce que souvent elle entre en argumentation avec des gens qu'elle en a marre, et que ces indices pourraient l'aider un peu à cerner ce qui vaut la peine d'être discuté et ce qui n'en vaut pas du tout la peine. Vous pourrez lui partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire car je vais continuer d'extraire des parties de mes livres pour les présenter dans des vidéos YouTube car je crois que ces sujets en particulier méritent d'être partagés avec tous. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!